Bonjour chers téléspectateurs et fidèles auditeurs, nous sommes très ravis de vous revoir parmi nous en ce jour. Aujourd'hui, nous recevons M. Olivier Bolia, opposant au régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et M. Gédéon Baleke, qui est un analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons essayer de débattre un peu avec vous sur tout ce qui se passe dans la diaspora congolaise et aussi internationale. Et d'entrée de jeu, j'avais une question pour vous, monsieur, et cela intrigue la plupart des jeunes que nous sommes. La situation actuelle en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo, monsieur Gédéon Baleke? Voilà, la RDC est confrontée à une crise existentielle, selon moi. Une crise existentielle du fait que nous peinons toujours à projeter les pays vers l'avenir, parce que ça se dit toujours en science qu'une gouvernance sans prévision est une gouvernance condamnée à la faillite. Donc, en outre, je vois que nous avons du mal à nous relever en tant que pays parce que jamais on parle de l'avenir. Voilà pourquoi je juge que la société congolaise est plongée dans la distraction, parfois une distraction orchestrée par les gens qui devraient nous servir de modèles, les gouvernants, les dirigeants politiques, parce qu'ils n'essaient pas de penser à l'avenir du pays. Personne ne pense au Congo d'avenir, personne ne pense au devenir du Congo. Et voilà pourquoi il est urgent aujourd'hui de discuter des vrais enjeux. Parlons avenir, l'avenir du Congo et comment nous pouvons façonner cet avenir-là. Parce que nous sommes en danger. Et le plus grand danger est le fait que nous sommes en train de sacrifier les jeunes Congolais. Nous sommes en train de sacrifier les générations à venir. Et c'est très dangereux. Exactement. Merci, monsieur Gédéon Baleke. Je retiens le mot sacrifice, sacrifier à la nouvelle génération. Monsieur Olivier William, partagez-vous l'avis de monsieur Gédéon? Oui, tout à fait. Je partage qu'il y a une absence complète de vision. Vous savez, pour qu'un pays s'élève ou s'érige en pays développé, il faut une vision. Il faut absolument que le gouvernement puisse créer une vision réelle, une projection dans le futur. Qu'est-ce que nous voulons de la RDC dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Mais malheureusement, présentement, nous ne voyons pas cet étalage d'idées, donc c'est pourquoi il y a une situation de stagnation présente. Merci, monsieur Olivier William. Mais monsieur Gédéon, en vous entendant parler, vous avez mentionné qu'il y a un problème de leadership. Et pensez-vous actuellement que le leadership pose un problème en République démocratique du Congo? Si tel est le cas. Effectivement, il y a un problème de leadership parce que, par définition, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est la capacité de pouvoir guider euh, une entité ou un groupe de personnes, ou même votre famille. Vous pouvez exercer le leadership partout. Et si vous êtes incapable de le faire, c'est que vous n'incarnez pas ce leadership-là. Et le Congo, aujourd'hui, il n'y a pas un véritable leadership parce que nous peinons à relever les défis du Congo. Oui, mais il y a eu des élections. Ouais, non, le leadership ne se résume pas seulement aux élections. Le leadership, c'est le vivre de tous les jours. Le leadership se mesure euh, par l'amélioration des conditions de vie des gens qui sont administrés. Et c'est comme ça qu'on mesure le leadership. Lorsque vous êtes leader et que vous vous plaignez comme tout citoyen, c'est que vous êtes dépourvu de tout sens de leadership. Malheureusement, c'est ça que nous sommes en train de vivre chez nous. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de leadership en RDC? C'est du fait que moi, citoyen, je me plains. Vous rencontrez un dirigeant, il se plaint également de la même chose. Mais qui va guider qui? Qui va proposer des solutions à qui? Pendant que ces mêmes dirigeants utilisent le fait d'être dirigeant pour s'enrichir au profit personnel avec sa famille, ses amis, et au nom du service pour les peuples, pendant que les peuples ne se retrouvent jamais. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de leadership chez nous. Nous avons l'oligarchie politique, nous avons des mercenaires qui, euh, qui se font appeler leaders politiques, leaders des partis politiques, mais en réalité, ils n'incarnent pas des caractéristiques de leadership. Merci, monsieur Gédéon. Je vais revenir à vous, mais je vous laisse une question. Okay. À la tête de la RDC, il y a monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu récemment
par la CENI après les élections. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Monsieur Olivier Bouliard, Monsieur Gédéon a parlé du manque de leadership. Et selon vous, qu'est-ce qui nous manque réellement? Ce sont les hommes qui manquent ou c'est une volonté politique qui manque? Je pense que le deux, mais je vais revenir à ce que mon cher ami Gédéon a dit sur le leadership parce que c'est très important ce qu'il a dit. Vous savez, dans le leadership, il y a le bon leadership et il y a le mauvais leadership. Et cela est jugé par les résultats du travail de ces leaders. En RDC, lorsque vous constatez que nous avons encore 62 millions de nos frères et sœurs qui vivent dans l'extrême pauvreté, quand vous avez des enfants à peine qui ont accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, quand vous avez des routes qui n'existaient pas, où nous voyons tranquillement les agriculteurs perdre ou les pêcheurs perdent leur production parce qu'il n'y a pas de connexion routière entre les provinces. Qu'est-ce que vous allez appeler cela? Bon leadership ou mauvais leadership? Donc, quand vous prenez par exemple d'autres pays, notamment les pays que nous disons développés, vous voyez qu'il y a des routes, vous voyez qu'il y a de l'eau potable, vous voyez que les enfants vont à l'école. Donc, ils ont de bons leaderships. Donc, c'est quelque chose de très fondamental de dire au peuple congolais que parfois, il faut être capable d'évaluer la qualité du leadership que vous avez. Merci, M. Olivier Bouliard. M. Gédéon, je reviens entre vous. Pensez-vous que l'actuel président de la République démocratique du Congo est un bon leader ou pas? Voilà, comme on a dit, comme M. Ball avait de le dire également, pour être un leader, il faut remplir certaines conditions. Et le leadership se mesure sur les résultats aussi. Oui, mais il y a la volonté. Non, la volonté n'est pas le leadership, tout le monde a la volonté. Je peux me réveiller aujourd'hui, je vous dis, je vais développer la RDC. Je peux aller sur ChatGPT, je vous sors un programme, je vous dis que non, c'est ça mon programme que je vous présente. Mais ce n'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est l'implémentation. La capacité de marier l'idée à l'action. C'est ça le leadership. Quand tu me demandes la question pour savoir si le président incarne véritablement le bon leadership, moi je pense qu'il ne l'incarne pas. Il n'incarne pas le bon leadership. Pourquoi? Parce qu'il a été président depuis 2019, janvier 2019. Nous avions eu des élections dans des contextes que nous connaissons tous. Oui, mais il y a eu $1 milliard découpés. Non, le problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les moyens qu'ils ont décaissés, mais c'est pour quel résultat, pour quelle finalité, pour quel genre, pour quel type d'élection. Il y a eu un président élu et des députés élus. Écoutez, il y a eu des gens qui sont partis aux élections pour aller se faire élire, mais nous avons tous vu comment ces élections se sont déroulées, dans quel climat. Nous avons tous vu les bourrages des urnes, nous avons tous vu comment les élections ont été prolongées à 7 jours. Le premier pays au monde à organiser les élections pendant 7 jours, pendant que c'était prévu dans la loi électorale que ces élections se déroulent c'est pas dans une seule journée, dans 17 heures. Descendre de vous le matin pour fermer le soir et c'est fini. Mais on est allé à 7 jours. Et des élections dans des climats pareils, des élections dans lesquelles on a attrapé des députés avec des machines dans les résidences, c'est uniquement au Congo. Normalement, dans un pays sérieux, on devrait annuler ces élections. C'était des élections cousues, c'était des élections farfelues. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu bourrage, on a marché encore sous la souveraineté du peuple, on a volé la légitimité au peuple. Et c'est ça le plus grand problème. Parce qu'au Congo, il n'y a pas ce qu'on appelle les contrats sociaux. Les contrats sociaux, c'est le fait de savoir qu'entre un dirigeant et le peuple, il y a un contrat qui les unit. Et ce contrat se mesure sur la redevabilité. Les dirigeants doivent être redevables face à la population, ce qui n'existe pas chez nous. Donc les contrats sociaux n'existent pas. Quand les peuples veulent renouveler sa foi envers un dirigeant et que ces dirigeants utilisent la fraude pour chercher à faire savoir que non, ce peuple m'a choisi pendant qu'il ne représente pas ce peuple, c'est qu'il y a un problème qui ne marche pas. Et l'absence de cette redevabilité-là, c'est ce qui pousse, la société à ne pas avoir du véritable leadership parce qu'il n'y a pas de redevabilité. Il ne se sent
pas redevable parce qu'ils savent que non, par la fraude, je peux acquérir ces sièges. Donc, il suffit juste de tromper, de mobiliser des masses de personnes qui n'ont pas de conscience et de se dire non, voilà, je suis leader autoproclamé, je suis leader, mais en réalité, la substance, elle est vide. C'est ça le véritable problème. Donc, il n'y a pas de redevabilité chez nous, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrat social. Et sans contrat social, il n'y a pas de démocratie, parce que c'est une démocratie de façade. La vraie démocratie, c'est une démocratie dans laquelle le peuple possède le pouvoir. Le peuple exerce ses pouvoirs en allant aux urnes, pour élire ses dirigeants. Mais lorsque les urnes sont tripatouillées par des individus qui votent à partir des résidences, la démocratie, elle est morte. Comment voulez-vous qu'une personne qui s'est votée par une machine à voter dans sa résidence, que cette personne-là aille représenter les voix du peuple au Parlement? Mais ces gens-là ont été exclus, ils ont été suspendus par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui nous dit qu'eux tous ont été suspendus? Qu'est-ce qui nous dit qu'eux tous ont été suspendus? Nous connaissons comment l'appareil fonctionne chez nous. Et qu'est-ce qui nous dit que non, ils n'ont pas voté pour les chefs? Pourquoi on n'a pas annulé les résultats des chefs? Exactement. On va en revenir sur ça. Non, mais je m'aurais renchéri quelque chose qu'il a dit de très capital sur le contrat social. Vous savez, la présidence de la République, par exemple, c'est un rendez-vous entre l'histoire d'un homme et l'histoire d'un peuple. C'est-à-dire que lorsque vous êtes candidat pour diriger un pays, c'est votre histoire, ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez pas apprécié, le traitement de votre peuple. Alors vous vous décidez, vous dites, moi un jour, Olivier Bolia, je vais diriger ce peuple parce que j'ai trouvé telle faute à tel endroit. Et j'ai une formule, pas simplement, comme il a dit, une question de volonté, tout le monde a la volonté, mais il faut avoir aussi la formule, le mécanisme par lequel ces problèmes dont vous avez constaté les solutions, comment vous allez les solutionner. Alors ce n'est pas quelque chose de hasard, ce n'est pas parce qu'on est le fils de tel ancien Premier ministre qu'on doit devenir président. La présidence, on la prépare toute sa vie, oui, moralement, intellectuellement, académiquement. Mais malheureusement, la RDC aujourd'hui, nous voyons que ces députés, il y a même des gens qui étaient en train de vendre du pondou au coin. Du coup, candidat député, on dit, oh non, là-bas, on paye 21 000 et le président a même promis d'augmenter. Oui, mais... Donc, ce n'est pas une bonne raison aussi de devenir des députés. Parce que comme il a dit, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre, mais il a dit des choses très capitales. Un député est le représentant d'une localité. Il vient premièrement à l'Assemblée nationale pour représenter sa localité, mais en tant que député national, il regarde aussi à gauche, à droite, où est-ce qu'on peut améliorer, quelles lois pourrions-nous voter pour changer les conditions de telle population dans telle province. Oui, donc c'est un travail qui est sérieux, qui exige, j'allais dire, une préparation et une vision claire des choses qu'on veut défendre. Oui, mais il n'y a pas que de mauvais. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, telles que je vous donne des exemples. Il y a eu la gratuité de l'enseignant, il y a eu le programme de 100 jours, où on a eu la construction de plus de 145 maisons pour les militaires. Il y a eu le programme, le projet Sur les genoux, et il y a même le projet 145 territoires qui est en cours. Nous ne voyons pas le diable partout, M. Olivier. Mon cher ami, lorsque la Banque mondiale nous dit que 62% de nos populations vivent avec moins de $1 par an, lorsqu'on nous dit que ces 62% représentent 62 millions d'individus, femmes, hommes, enfants, lorsque 35 millions d'enfants ne reçoivent pas une éducation adéquate, comment pouvez-vous dire qu'on voit le diable partout, on ne veut pas voir les bonnes choses? Certes, il y a peut-être de bonnes choses qui se font, mais par rapport à la souffrance généralisée au pays, par rapport au manque d'infrastructures et la guerre à l'Est qui perdure. Je sais que le président actuel avait promis d'avoir une base à Goma ou quelque part dans l'Est du pays. 5 ans se sont écoulés. Nous n'avons vu aucune base militaire.
Nous n'avons même pas vu un simple QG Oui, mais il faut en excuser. présidé. Il faut en excuser. Non, non, non. Soyons sérieux. Lorsque 62 millions de gens sont dans la pauvreté, l'excuse n'est pas la bonne réponse. Vous allez dire à une femme qui a été violée, je m'excuse. Vous allez dire à tous ces gens qui mangent une fois par jour, ou une famille qui se partage des pantalons, des chemises, vous allez dire à ces gens-là, je m'excuse? Non, soyons sérieux. Comme mon ami cher Gédéon veut dire, on doit être sérieux. On doit nous projeter dans l'avenir avec des solutions, avec des visions, avec une perception exacte de ce que nous voulons de notre peuple. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, M. Olivier Bolia. Je reviendrai auprès de vous. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le social? Je reviens auprès de M. Gédéon. M. Gédéon, qu'est-ce qu'il faut pour le social actuellement à la République démocratique du Congo? M. Olivier Bolia vient de le dire, il y a tellement d'enfants affamés, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des routes qui méritent d'être rétablies depuis l'époque de 1960. Et il y a tellement de problèmes. Il y a l'habitation qui pose problème, il y a les voiries qui posent problème, il y a le manque d'hygiène même à Kinshasa. J'ai vu la vidéo dernièrement, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce social décolle? Eh bien, il faut organiser cette population. Genre, vous savez, le développement d'un pays n'est pas d'abord une question politique, c'est une question technique. Voilà pourquoi la plupart des propagandistes se trompent dans notre pays. Les politiciens prennent d'assaut ces questions et ils n'arrivent pas à apporter des solutions pragmatiques parce qu'eux, ils sont plongés dans la démagogie, dans des discours, qui cadrent toujours avec des mensonges propagandistes. Mais en réalité, il ne faut rien. Pourquoi? Moi, j'évalue toujours un politicien par rapport à sa vision sur le long terme. Dites-moi un seul politicien congolais que vous avez un jour vu aller à la télévision ou dans son programme discuter, vous parlez de 20 ans à venir, 30 ans à venir. Ça n'existe pas. Mais on a un problème de moyens. Non, ce n'est pas une question de... Il y a l'argent au Congo. Un problème de moyens où nous avons les députés les mieux payés au monde. Un problème de moyens où les présidents et les présidents les mieux payés au monde. Un problème de moyens dans un pays où les autorités vivent dans une opulence hors norme. C'est uniquement au Congo que les gens vivent, que les politiciens vivent dans ce genre de conditions. Nous sommes face à une oligarchie. C'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a pas de véritable politique sociale parce que réellement, nous sommes dirigés par des gens qui sont animés d'une mauvaise foi. Ils n'ont pas de vision d'avenir dans notre pays. Ils ne construisent pas des routes, ils n'investissent pas dans les sociales. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons, on prétend résoudre la question sécuritaire à l'Est. Nous avons plus de 7,5 millions de déplacés internes en RDC. C'est alarmant. Ces gens sont assistés par les organisations internationales. Si vous regardez l'aide que l'État apporte à ces gens, c'est quasiment absolument rien. Et puis, l'État n'a pas de plan pour ces réfugiés. L'État dit non, ok, nous on veut rétablir la paix pour que ces gens rentrent dans leur milieu naturel. Vous oubliez que parmi ces gens, il y a des enfants qui n'ont pas étudié pendant une année, pendant 2 ans, qui sont traumatisés, qui ont vu leur mère être violée, qui ont vu des histoires horribles. Il n'y a pas de programme pour soutenir leur santé mentale. Il n'y a pas ce genre d'histoire. Lorsque cet enfant grandit, il a 15 ans, 20 ans, toujours abandonné à son propre sort dans la pauvreté comme ça, et il rejoint la rébellion. C'est ce qui est en train de se passer en RDC. Nous sommes en fait dans un cercle vicieux de pauvreté parce que nous ne résolvons jamais les problèmes sur base des principes qui cadrent dans le long terme. Genre, à chaque fois que nous essayons de résoudre un problème, nous cherchons toujours des solutions de façade pour montrer à l'opinion que nous sommes en train de faire quelque chose. Mais lorsque vous regardez intellectuellement, vous vous dites que rien n'est fait. Et c'est ça le plus grand danger. C'est le plus grand danger. Vous parlez du social de la population. Regardez les conditions dans lesquelles les Congolais vivent aujourd'hui. Quel est le modèle économique congolais? C'est un modèle inégalitaire que nous sommes en train de construire. Soit vous êtes extrêmement riche, soit vous êtes pauvre. Le président de la République est venu avec un concept qui énerve. Disons que non, il veut créer des millionnaires. On n'en a pas
des soins. Création des millionnaires dans un pays où 80% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. En quoi ces millionnaires vont aider à l'amélioration des conditions de vie des Congolais? Mais il est en train de se créer une oligarchie économique autour d'une oligarchie politique qui existe en RDC. D'ailleurs, c'est une oligarchie politique parce que tous ces millionnaires qui bénéficient de ces millions, ce sont soit des enfants des politiciens, ou soit des gens qui sont dans ce cercle, ou qui sont des amis, qui ont des acquaintances avec des hommes politiques. Et c'est une oligarchie. Non, mais il y a des investisseurs qui viennent aussi. Non, quels investisseurs? De quelle Hein? qualité? De quelle qualité? Il faut me dire, citez-moi un seul investisseur sérieux, qui fait de véritables projets de développement en RDC. Ben, nous avons vu Aliko Dangote venir en RDC, nous avons vu l'Indien de cinquantenaire être là. Écoutez, Aliko Dangote, ce n'est pas la première fois qu'il est invité en RDC. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de lui convaincre d'investir en RDC. Mais pourquoi il désiste toujours à cette idée-là? Parce que c'est une personne qui veut faire le business dans un environnement qui n'est pas teinté de corruption. Au Congo, vous atterrissez en tant qu'investisseur, la première des choses qu'on vous demande, c'est la corruption. Vous devez corrompre les dirigeants pour la facilitation. Ah, tout un pays qui se base sur la coopération qu'on appelle COP, même le président a validé ce concept-là. Il dit chez nous, il y a les COP, donc il a validé ça. Il montre que c'est normal, pendant que ce sont des vices que nous sommes en train de promouvoir dans notre société. Ce qui veut dire qu'un investisseur sérieux ne peut pas aller investir dans notre pays. Pourquoi? Les risques sont trop élevés. D'un, il n'y a pas de sécurité sur le plan de la justice. Pour investir dans un pays, vous devez vous assurer que non, il y a une justice fonctionnelle qui est capable de protéger mes biens et de défendre mes droits au cas où quelque chose s'est passé. La justice n'existe pas au Congo. Voilà pourquoi toutes les entreprises qui fonctionnent au Congo, lorsqu'il y a des contentieux, ces entreprises partent sous des tribunaux à l'étranger. Ça montre que l'environnement n'est pas conducible pour permettre à ce que les investisseurs sérieux viennent investir dans notre pays. J'en connais plusieurs qui ont tenté et qui aimeraient aller investir en RDC, mais lorsqu'ils y pensent, lorsqu'ils font des études de faisabilité, ils se disent non, le marché n'est pas approprié pour nous, pour les types de business qu'on aimerait réaliser en RDC. Donc, je pense que c'est un peu ça. Pour rebondir sur les sociales, c'est très important, les peuples du Congo, les populations congolaises sont abandonnées à leur propre sort. Moi, je suis du site Kivu, de Kabare. Pendant la campagne électorale de 2018, les dirigeants ils ont bâti campagne, ils sont passés par là. Récemment encore, ils sont passés par là. Kabare de 2018 et Kabare d'aujourd'hui, rien n'a changé. Rien du tout. Rien n'a changé. C'est ça le problème. Il n'y a pas de redevabilité alors. Comment les gens qui ne travaillent pas pour les sociales de la population, ce n'est pas parce que vous engagez un jeune dans un parti politique qui sert vos intérêts que vous lui accordez un poste ministériel, c'est pas parce que vous lui accordez un poste dans une entreprise publique que vous aidez la communauté. Mais la politique a été transformée en entreprise des hommes politiques, des patrons des partis politiques. C'est ce que nous sommes en train de vivre chez nous. Mais chacun doit jouer son rôle. Ce n'est pas seulement au chef de l'État de défendre juste dans les secteurs pour imposer son pouvoir. Non. Lorsque le chef est malade, la société ne marche pas. Les chefs doivent être exemplaires. C'est là que ça commence. Ce n'est pas veut dire que les chefs doivent être partout. Les chefs ne doivent pas être partout. Mais lorsqu'ils montrent le modèle, tout le monde suit cela. Lorsqu'il impose sa rigueur, tout le monde accepte la rigueur du chef. Tout le monde suit la rigueur du chef. Mais lorsque les chefs ne tournent pas, lorsque les chefs ne punissent pas, lorsque les chefs partent à la télévision pour vous dire que non, la justice de ces pays est malade, pendant qu'il en est le magistrat suprême, comment vous voulez que la société puisse avancer dans ces contextes? Exactement, M. Gédéon. M. Olivier Bolia, qu'est-ce qu'il faut pour le social? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce social décolle enfin? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut une vision globale de qu'est-ce que nous voulons faire. Parce que, comme mon ami Gédéon a dit, le chef, c'est la personne qui impulse. Et quand on a un chef qui est d'accord avec la corruption, on revient parce que c'est un problème épineux dans le retard que nous concédions avec les développements, parce que la corruption est généralisée, la corruption est même impulsée par les dirigeants.
de la haute Oui, mais ils hiérarchie. sont arrêtés. Il y a eu le procès 100 jours. Il y a des gens qui font des têtes qui sont tombées. Mais moi, je sais, peut-être que vous allez me corriger, je sais que toutes les personnes qui ont été arrêtées, par exemple, en l'an 2000, sont aujourd'hui, elles sont dehors. Et il y en a même qui ont reconquis leur poste ministériel ou des députés ou je ne sais pas moi. Vous savez, parfois, il y a pour voir comment notre justice est en lambeaux, moi je vois des gens faire des Facebook Live à partir de la prison au Congo. Un prisonnier avec son Avec le téléphone, Facebook Live. il fait un Facebook Live. C'est très très intéressant le fonctionnement de notre système. Donc les gens qui sont même en prison ne sont pas réellement en prison parce qu'ils ont accès à toutes les technologies de haut niveau à partir de la prison. Merci, M. Olivier Boulia. J'ai une question qui me pertine, c'est celle-ci. En entendant tout ce que vous venez de dire, c'est que l'État n'arrive pas à arriver partout où il devait être. Comment imposer l'État partout? Parce que nous avons des gouverneurs dans chaque province, nous avons des chefs de rue, nous avons des bourgmestres, mais comment on n'arrive pas à sentir la main de l'État partout? Monsieur Olivier Boulia. Mais parce que il y a des zones, vous faites allusion aux zones de non-droit. Il y en a partout. C'est pas seulement à l'est du pays. Il y a des endroits, tout récemment, vous avez vu de vidéos peut-être sur les réseaux sociaux de mariage avec des enfants mineurs, tout ça, des filles mineures. Vous pensez que ça se passe où? C'est en RDC. Ce n'est pas au Sud Kivu. C'est partout au Congo où il existe de poches, où l'État n'existe pas, où tu peux donner en mariage ta fille de 12 ans et il n'y a pas d'État, il n'y a rien, il n'y a que l'Église catholique peut-être qui est à côté. Oui, mais c'est une Donc, impulsion. ce que je veux dire, qu'il faut organiser la République et ce qu'il a dit, c'est un problème technique, pas seulement politique. Il faut que, vous savez, le Canada, 70% des Canadiens ont au moins un diplôme de diversité ou une formation universitaire. Vous voyez les résultats. Pourquoi tout ce qui s'applique dans tous les pays du monde, on ne peut pas l'appliquer en RDC? Pourquoi pourrions-nous pas avoir des ministres qui ont des parcours académiques traçables ou des présidents de la République même? Vous voyez, quand vous mettez le meilleur, tout récemment, on a vu l'équipe nationale de Léopard qui est allée jouer, ils sont allés en demi-finale, bravo. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des Congolais de la diaspora qui ont participé. Donc vous voyez, quand vous mettez les meilleurs d'entre vous, vous avez aussi les meilleurs résultats possibles. Oui, mais les meilleurs peuvent venir aussi du Congo, pas seulement de la diaspora. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que cette fois-ci, dans leur stratégie, ils ont utilisé les meilleurs Congolais, double nationalité. Et moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert à la double nationalité. Je suis contre le Congolais des pères et des mères parce que je trouve que c'est un pays qui a 9 pays limitrophes, ne peut pas parler de Congolais des pères et des mères parce qu'il y a des gens qui ont des parents mais qui ont grandi au Congo, qui ont l'amour du Congo, qui veulent travailler pour le Congo et qui ont même des formations intéressantes que le Congo peut s'en servir. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, non, on ne veut pas de vous, on veut des Congolais des pères et des mères qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont pas des stratégies claires pour comment développer ces pays. Nous allons y revenir sur cette question de nationalité. Mais moi, j'aimerais un peu qu'on parle de la guerre, de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Cela fait plus de 20 ans que les gens meurent. Nous parlons de plus de 100 millions de morts. Depuis plus de 20% de ces gens qui meurent sont des jeunes, des enfants et des femmes violées. C'est à peu près plus de 7 millions, 12 millions de morts à l'Est. En fait, moi, je suis de l'Est et je vécu toutes ces guerres-là. Et ce qui énerve ces derniers temps, c'est de voir la plupart des gens discuter de la question de l'insécurité. La plupart des personnes s'improvisent sans réellement connaître qu'est-ce qui se vit dans la région. Comme M. Olivier l'a dit, le contrôle de l'État n'existe pas. Il y a des zones où l'autorité de l'État n'existe plus quasiment, des no man's land. Il suffit de quitter les grands centres de ville pour aller
dans le milieu intérieur, vous arriverez dans des endroits où il y a des individus qui font la loi, ils font payer des taxes, ils font payer ils font des péages routes, et puis ils collectent des taxes et consorts. C'est ça leur business. C'est de ça qu'ils vivent. Vous arrivez dans d'autres endroits où les gens se sont réunis entre eux, ils sont dans le business de minerais. Ils créent leur propre mouvement pour protéger leur business. Ils recherchent un partenaire à l'extérieur qui va leur fournir en argent parce qu'ils ont besoin d'un acheteur de minerais. Et puis, ce partenaire leur garantit également en leur fournissant quelques armes et consorts, mais également avec la complicité de plusieurs acteurs dans notre appareil étatique. Vous savez, pour qu'un pays puisse être invadé, pour qu'un pays puisse être confronté aux problèmes dont la RDC est en train de connaître en ce moment, il faut qu'il y ait des traîtres et des éléments clés à l'intérieur. C'est ça le plus grand problème. On peut accuser, moi je suis l'une des personnes qui n'aiment pas la politique de Kigali. Je suis l'une des personnes qui n'aiment pas la politique de certains acteurs internationaux qui, voilà, certains acteurs internationaux qui sèment la désolation dans la partie est de notre pays en pillant les ressources, en accédant aux ressources par des moyens frauduleux, en armant des milices. Je suis contre ces pratiques-là, mais lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils ont des partenaires clés à l'intérieur de notre pays. Et parfois, ces individus sont des personnes qui détiennent le pouvoir, ce sont des personnes que nous acclamons tous les jours, nous appelons leaders, des personnes qui font porter aux jeunes des drapeaux, qui sont en train d'abrutir aujourd'hui la jeunesse congolaise, leur faisant oublier le nécessaire. Ils ont détruit l'essence du patriotisme. Aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel qui prévoit en RDC. Il n'y a plus d'idéologie. Les Congolais ne répondent qu'aux règles de l'argent, et puis l'argent facile. Donc, ce sont ces personnes-là qui tuent notre pays. Et puis, si on veut réellement résoudre la question sécuritaire à l'Est sur le plan durable, il faudrait en tout cas que nous puissions changer sur le plan intérieur. C'est là que les problèmes se retrouvent. Il faut regarder notre commandement de l'armée. Nous avons des militaires qui sont en train d'être sacrifiés en majeure partie. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, nos soldats se battent. Et il y a des soldats qui se battent et leur salaire n'arrive pas. Il n'arrive pas. Un général, il a bouffé l'argent. L'argent de militaire a été détourné. C'est ce que nous vivons dans notre pays. Et ça fait mal. Parce que ce sont ces braves soldats qui partent mettre leur vie en danger sous la ligne de front. Ils laissent leurs femmes et enfants dans des conditions misérables, abandonnés à eux-mêmes. Ce sont les enfants des militaires qui commandent. Si tu regardes l'enfant des militaires au Congo, qu'est-ce qui vient à la tête aujourd'hui? C'est un pauvre. Si tu regardes un enfant de militaire en RDC, c'est un pauvre. La femme de militaire, elle n'a pas d'argent. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons des gens fortement corrompus à l'intérieur. Parce que même la Bible nous dit que pour qu'un royaume soit détruit, ce royaume doit d'abord être détruit de l'intérieur. Lorsque vous êtes rongé de l'intérieur, l'ennemi va facilement vous invader. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Et je pense que oui, la solution militaire, on peut éradiquer maintenant les M23, on l'a fait en 2013. Ils sont partis au Rwanda et en Ouganda. Ils ont quitté les sols congolais. Mais cela n'a pas poussé à ce qu'ils ne reviennent pas. Ils sont revenus encore en RDC. Pourquoi sont-ils revenus? Parce qu'il y a réellement une économie de guerre qui a été installée à l'est de la RDC, mais une économie dans laquelle les Congolais se retrouvent massivement, une économie dans laquelle les pays voisins se retrouvent massivement, une économie dans laquelle les gens qui viennent acheter ces minéraux et qui leur apportent de l'argent et qui fournissent en armes se retrouvent également. Donc, pour démanteler cela, il faut démanteler l'agent principal. L'agent principal dans cet état-là, c'est ce Congolais qui accepte de vendre son pays pour des gains personnels, pour l'enrichissement, et qui joue à la diversion, qui fournit des informations en disant non, il a appris la part du commandement militaire qui aura opération demain, il donne déjà l'information à l'ennemi,
nos militaires sont piégés. C'est ce qui se passe sous la ligne de front, en majeure partie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une armée puissante, non. Notre armée est fortement, euh, elle est fortement infiltrée. À part l'infiltration de notre armée, nous n'avons pas de services d'intelligence. L'ANR est foutu. À part museler les opposants, l'ANR n'existe pas. Nos frontières sont des passoires à l'est de la République. Les Rwandais entrent au Congo comme ils veulent et ils sortent comme ils veulent, parfois sans passer par des zones de frontières, et personne ne saura. On n'a pas de mécanisme de contrôle. Cela prouve que réellement, l'autorité de l'État n'existe pas chez nous. Mais si vous entrez chez eux, ils sauront que vous êtes entré chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent leurs frontières. Ils contrôlent leurs frontières. Nous, nos frontières sont des passoires. C'est ça le problème. L'enjeu à l'Est aujourd'hui, oui, bien sûr, le Rwanda a été nageant, commissionnaire des minerais. Oui, bien sûr, l'Ouganda collabore pour piller nos ressources et semer la désolation également à l'est de notre pays. Mais le plus grand problème aujourd'hui, face à la sécurité qui sévit dans notre pays, le plus grand problème se trouve dans notre pays. Et ce problème découle du fait de la mauvaise gouvernance, découle du fait de la mauvaise foi de plusieurs individus. Ce comportement découle du fait que nous avons des personnes qui ont trahi la nation et qui ne s'inquiètent pas de la vie de population. Ces gens-là ne s'inquiètent pas lorsqu'ils voient des populations, des milliers de populations mourir et être déplacées comme ça. Ce n'est pas leur affaire, as long as ils sont en train de gagner leur argent, as long as ils sont en train de recevoir l'argent de la part de leurs partenaires sur le plan international. Ils s'en tapent carrément. C'est ça le plus grand problème. Donc, le problème n'est pas de l'acheteur ou du commissionnaire. Ce n'est pas lui le problème principal. Le problème principal, c'est nous. Parce que si on change, ils n'auront plus de suppliers. Le commerce est fini. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Ils ne sauront plus qui corrompre, par qui passer pour accéder aux minerais. Tout s'arrête. Donc nous sommes le véritable problème. Et êtes-vous pour la peine des morts? Non, oui, effectivement, la peine de mort doit être rétablie en RDC. Pourquoi? Parce que nous sommes face à des gens qui nous montrent aujourd'hui qu'ils sont inconscients. Nous sommes face à des gens qui nous montrent aujourd'hui, oui, je suis barbare, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, une personne qui te montre cette attitude-là, en tout cas, il faudrait que l'État puisse adopter des mesures, de mesures appropriées pour pousser les gens à être sur la voiture. En fait, c'est ça la solution. Mais la solution découle également de l'organisation de cette partie de la République. Si vous regardez la façon dont la disparité en termes de développement, les populations délaissées, la misère, l'écart, je parlais des inégalités de richesse et consorts, ce sont des facteurs troubles. Lorsque les jeunes n'ont pas d'avenir et qu'ils voient une personne qui va leur proposer $100 les mois pour aller dans la bourse, sécuriser leur cargo de minerais, créer une rébellion, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et ils vont continuer à le faire. Voilà pourquoi moi je parle d'un cercle vicieux, d'insécurité. Pourquoi? Parce qu'on n'apporte pas de solutions durables. La solution durable au conflit qui sévit à l'est de la RDC aujourd'hui se retrouve dans la bonne gouvernance. Il faut réellement que les populations sentent que l'État existe. Il faut vraiment que les populations sentent que non, s'il y a abus contre moi, je peux aller à la justice et ce type-là sera condamné. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un violeur qui a violé une femme et que demain la femme qui a été violée retrouve ces violeurs-là en train de se pavaner dans la rue, ça fait mal. Qu'est-ce que cette femme va faire? Ou l'enfant de cette femme va faire? Elle dit non, du fait qu'il n'y a pas la justice, je vais me faire justice. Comment me faire justice? Je vais chercher à prendre les armes. Ou je vais chercher à mobiliser mes jeunes du quartier pour me venger autrement. Ça nous plonge dans le cercle vicieux de violence. Et c'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, que ce soit les Rwandais, que ce soit les Burundais et consorts, ces gens sont en train, au fait, de profiter de notre faiblesse. Parce que au fur et à mesure que les temps a évolué, nous avons créé une multiplicité de problèmes que nous négligeons. Et aujourd'hui, ces problèmes sont d'une complexité hors norme. Pourquoi? Parce que nous avions été négligents. Deuxième chose, parce que nos gouvernants, ils n'ont pas l'intérêt primordial de protéger les populations, de répondre à leurs problèmes. Et c'est à
cause de cela que les populations sont en train d'être tuées. C'est à cause de cela que les sangs coulent chaque jour à l'Est. On parle du M23. Il faut voir les Codeco, ce qu'ils sont en train de faire en Ituri. Il faut voir les ADF Nalu, ce qu'ils sont en train de faire. Il faut voir les Maï Maï, même au Maniema aujourd'hui, les Malaïka. Il faut voir ce que Gédéon Kyung fait au Katanga. Il faut aller au site Kivu. Il faut voir les Raya Mutomboki. Comment ils terrorisent également la population. Donc il y a plus de. On parle seulement du M23, mais nous avons aujourd'hui plus de 140 groupes armés opérationnels à l'est de la RDC. Et derrière chaque groupe armé, il y a un commerce. C'est commerce de minerais. Pourquoi l'État ne prend pas des mesures appropriées? Il faudrait que l'État peut-être décide l'exploitation des minerais par les privés dans cette région. Pourquoi pas ne pas nationaliser les mines? Ça va couper cela parce que un privé qui s'investit dans les mines et qui crée sa propre milice pendant qu'il est député à Kinshasa, c'est ça que les gens sont en train de faire dans la partie Est. Et il connaît tout ce qu'il y a comme opération. Il connaît tout ce que les gouvernements planifient. Et il propose également des solutions pour éradiquer une question, pendant que non, de l'autre côté, il dit, OK, nous allons faire ceci pour continuer à protéger notre commerce. Nous avons beaucoup de traîtres à l'intérieur du Congo. Et tant que ces traîtres ne sont pas démantelés, en tout cas, nous allons persister dans ces cercles vicieux de violence. Nous pouvons même apporter l'armée la plus puissante au monde pour restaurer la paix à l'est de la RDC. Même l'armée américaine pour restaurer la paix à l'RDC maintenant. Mais tant qu'on n'a pas, euh, résolu ces mots qui est en train de ronger euh, la société congolaise, cet ennemi intérieur qui a le pouvoir et qui est devenu redoutable et qui collabore avec ses partenaires à l'extérieur pour infliger la peine à nos populations et piller les ressources de notre pays, rien ne changera. Merci, M. Gédéon. M. Lizou-Bolia, en entendant M. Gédéon, il a un peu épinglé tous les aspects du problème qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. En concluant, il dit tout se résume à nous, Congolais. Selon vous, que devons-nous apporter à ce problème que nous avons, qui est de nous-mêmes, nous, Congolais, pendant notre propre pays? Nous, Congolais, nous ne sommes pas patriotes envers notre propre pays. Que devons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que l'État peut faire dans cette situation-là? Par exemple, on a proposé une solution, par exemple, apporter la pendaison, par exemple, à tout celui qui trahit la République sera pendu. Quel est l'aspect intellectuel de ce problème, selon vous? Non, mais je pense qu'il a vraiment brossé un regard holistique sur le problème. Il a parlé de comment nous pouvons approcher ces problèmes à l'endogène comme à l'exogène. Peut-être qu'on en parlera, notre politique internationale, comment nous sommes vus par les autres. C'est très clair que la guerre de rapine qui se déroule à l'est du pays existe encore parce qu'il y a des gens qui sont complices à l'intérieur. La corruption. Et vous savez, c'est triste. C'est triste parce que c'est quelque chose qui devrait être de l'apanage du gouvernement de lutter contre la corruption. Mais le gouvernement lui-même est un exemple de corruption. Vous voyez, nous sommes dans un cercle vicieux très grave où le criminel lui-même doit gérer les criminels. Donc c'est une situation qui est difficile. Mais tout ce que je peux dire en corroborant, c'est que mon ami Gédéon Baleke a dit, c'est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement d'abord doit comprendre qu'en organisant des élections frauduleuses, vous allez créer des mécontents. Et que font les mécontents après qu'ils soient exclus d'un processus? Ils prennent les armes, c'est tout naturel. Il y a des gens qui m'ont demandé, allez-vous, M. Boli a condamné la prise des armes de Corneille Nangaa? J'ai dit en anglais, hell no, jamais. S'il est mécontent de quelque chose, il est, comme tout citoyen, a le droit de trouver une solution au problème que lui est en train de traverser. Donc le problème, la plupart de problèmes qui sévit à l'est du pays ont comme solution la refondation de la République, la récréation d'un pacte avec le peuple,
Un pacte qui est sincère. Parce qu'on a fait plusieurs dialogues, mais on a vu à l'issue de ces dialogues, il y avait toujours les mêmes pratiques qui revenaient, comme mon ami Général a dit, que la guerre était finie en 2013. Mais il est revenu. Pourquoi? Parce que ces mêmes partenaires qui étaient devenus dormants, on les a appelés, on les a contactés, on a dit voilà, vous devez revenir aux affaires, vous devez commencer à collaborer et à faire ceci, cela, vous aurez comme récompense telle ou telle somme ou tel avantage. Vous savez, c'est triste pour notre pays que nous sommes vus de l'extérieur comme des gens corrompus. Quand on voit un Congolais, que ce soit par la CIA ou les Russes, les Turcs, les Chinois, tout le monde sait qu'au Congo, vous pouvez aller tout faire. Il suffit que vous ayez votre argent en poche pour corrompre les dirigeants du pays. Alors, vous voyez, donc, cette situation à l'Est va perdurer aussi longtemps qu'il y aura même des gens à la plus haute hiérarchie de la République qui sont corruptibles. Il y a des gens qui prennent l'argent, nous avons vu beaucoup de vidéos circuler, des gens même qui vendent des minéraux au nom du président de la République. Voilà, donc cette situation, nous devons réellement travailler pour changer. Joseph Kabila a dit quelque chose, il n'est pas le meilleur gars au monde, hein, mais il a dit quand même, je n'ai pas su transformer l'homme congolais. Non, il ne faut pas toujours rejeter quelque chose parce que ça vient de votre adversaire politique ou quelqu'un avec qui tu ne sympathises pas. La vérité est que l'homme congolais doit être changé. Il faut qu'on revienne à la morale, à l'éthique du travail, au respect de la parole, au respect de bien de l'État, des deniers publics. Et pour enchérir cela, moi je pense que la vérité vient toujours de la bouche d'une personne que vous percevez comme ennemi. Si vous regardez les vrais leaders dans l'histoire, ils ont toujours gardé leurs ennemis proches d'eux. Leurs opposants les plus farouches, proches d'eux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui tolèrent la critique. Mais lorsque vous êtes une personne qui aime toujours des gens qui sont là pour vous jeter des fleurs, c'est que vous ne ferez rien de bien. Les progrès ne viennent pas sans opposition. Et sans véritable opposition. Comme on dit toujours, du choc des idées, jaillit la lumière. Donc, s'il n'y a pas d'idée contraire à votre idée, vous ne pouvez pas dégager quelque chose de substantiel. Parce que nul n'a le monopole de la connaissance, du savoir. Et c'est ça le plus grand problème qu'on a en RDC. On ne tolère pas la critique. On ne tolère pas ce qu'on dise la vérité. Tout le monde attend on attend de tout le monde le fait d'être fanatique. On attend de tout le monde le fait de toujours chercher à jeter des éloges au président de la République et qu'on ne sait pas ça. Je pense que si le président était malin, il devrait chasser tous ces individus qui lui jettent des fleurs, qui essaient de lui faire penser qu'il est le dieu soleil, qu'il a le contrôle absolu et qu'on sort. Ça, c'est un véritable problème qu'on a. Le culte de personnalité, c'est un véritable problème, un défi qu'il faut tuer en République démocratique du Congo. Et c'est quelque chose qui entrave la réflexion. Parce que quand vous êtes fanatique de quelqu'un, vous n'allez plus voir les fautes. Et moi, je n'ai jamais vu un pays développé où on jette des fleurs au président quand même les choses vont très mal. Donc je pense que sur ce point-là, je suis de votre avis qu'il faut absolument qu'on en finisse avec le culte de personnalités, grands prêtres, monsieur ceci, monsieur cela. Même des gens qui prennent les deniers publics. Et puis on les glorifie, et puis par les musiciens aussi. Par les musiciens, par la culture, tout ça. La culture. Donc notre culture contribue également à cette paupérisation. Et ça joue beaucoup sur les raisonnements de la population, sur l'effet psychique, la perception de la population, face aux responsabilités que cette population devrait avoir devant la société. Même si vous avez le meilleur leader au monde, pour le pousser à l'excellence, il faut toujours s'opposer à lui. Il faut toujours lui dire la vérité. C'est comme ça qu'il peut s'améliorer. Mais si vous pensez que non, le leader absolu, lui, on ne peut rien lui dire, pendant que
rien n'est en train d'être fait, c'est qu'on est OK de la condamnation de notre pays au sous-développement. Exactement. Ouais, Exactement. quelque part, c'est comme si le peuple est complice de ses malheurs. De ces malheurs. Exactement, monsieur Olivier Bolia, le peuple est complice de ses propres malheurs. Et faire un peu de parler de diplomatie. Quels sont les axes de notre diplomatie? Sur quoi est basée notre diplomatie à l'extérieur? C'est vraiment la question que tout le monde se pose à chaque fois. Qui font nos ambassades? Nous avons des ambassades jusqu'à ce jour qui n'ont pas encore payé les loyers où ces ambassades résident. Nous avons des chanceliers en ce moment qui n'existent pas dans certains pays. Il faut prendre l'avion, aller dans un autre état pour trouver cela. Mais selon tout ça, M. Gédéon, quelles sont les solutions à apporter? Voilà, on dit toujours en politique extérieure que la diplomatie est le reflet de la politique intérieure d'un pays. Donc, si notre diplomatie est malade, elle est à l'image de ce qu'est notre pays. La diplomatie reflète réellement la gouvernance en RDC. Il suffit de visiter notre ambassade et vous saurez immédiatement ce qui vous attend en RDC. Lorsque vous allez à l'ambassade, vous regardez comment les services sont organisés, comment ça marche, comment ça fonctionne, et immédiatement vous allez vous faire l'idée du pays dans lequel vous êtes en train d'aller. La plupart des investisseurs sont confrontés à cela. Lorsqu'ils partent demander des visas, ils sont confrontés à des tracasseries. Parfois, ils sont extorqués. D'autres fois, ce sont des complications inutiles. Au XXIe siècle, des ambassades qui sont incapables même de procéder à un site internet. Donc, tout cela montre que réellement, nous avons un sérieux problème. La politique extérieure, c'est un peu le reflet de la politique intérieure d'un pays. Si notre politique intérieure est malade, c'est la mauvaise gouvernance. Notre politique extérieure sera la même chose. Si au sein de notre politique intérieure, nous sommes incapables de payer les employés, nous sommes incapables de respecter nos engagements. Par exemple, l'État est incapable de respecter ses engagements pour payer ses salariés, pour se doter des bureaux modernes, pour organiser son administration. La politique extérieure ressemblera nécessairement à cela. C'est ça le plus grand problème euh, que connaît notre diplomatie. Autre chose, nous n'avons pas de clarté diplomatique, donc il n'y a pas de vision diplomatique de la RDC. Si vous regardez dans d'autres pays, les affaires étrangères, c'est un ministère stratégique. Parce que c'est le ministère là projette, euh, qui projette l'image du pays à l'extérieur. C'est ce ministère là qui conduit la représentation de notre pays à, sous la scène internationale. Mais lorsque ce ministère-là n'est pas guidé par une vision écrite, une vision claire, une vision accessible au public, c'est qu'il y a un véritable problème. Donc, il faut refonder notre diplomatie parce que notre diplomatie n'est pas stratégique. Notre diplomatie, elle est vieille. Elle est une diplomatie qui considère toujours le monde comme si nous étions encore dans les années 80, pendant que le monde a changé. La diplomatie se pratique autrement aujourd'hui. Et si on ne change pas, on va continuer à demeurer toujours en arrière et à ne pas pouvoir être beaucoup plus efficace. Voilà pourquoi nous voyons tout un gouvernement dépenser des millions et des millions de dollars pour aller dans des conférences, voyager, chercher des investisseurs. Ça, c'est les rôles des ambassadeurs stationnés, ça, c'est les rôles des diplomates. Mais lorsqu'un président de la République commence à remplacer des diplomates, vous saurez qu'il y a une usurpation des rôles déjà et il y a un ça ne va pas. Exactement, M. Gédéon. M. Olivier, que pouvez-vous renchérir sur ce sujet? Non, je vais dire que la diplomatie, vous savez, dans les relations internationales, c'est d'abord à l'interne, le pays est géré par la Constitution qui, qui a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais à l'international, c'est différent, c'est la loi du plus fort. C'est les armes. On dit d'ailleurs que la meilleure diplomatie, c'est dissuader, c'est avoir un pays organisé, avec des frontières moins poreuses,
avec une armée bien forte, bien organisée, et de temps en temps, pourquoi ne pas avoir des défilés où vous montrez ce que vous avez acheté? C'est ce que les Américains font, c'est ce que les Russes font de temps en temps, rappeler à l'opinion mondiale, voilà, nous sommes le plus forts parce que nous avons tel missile, parce que nous avons des missiles qui ont telle capacité. C'est comme ça aussi qu'on essaye de se présenter aux, aux autres pays à l'international. Mais malheureusement, et tout cela dépend aussi de la force économique de ces pays. Aujourd'hui, avec les pillages de ressources que nous voyons à l'Est, qui est un endroit où devrait normalement produire beaucoup d'argent, beaucoup de minerais, tout ça, mais l'Est est en guerre. Donc nos minerais sont escamotés vers les pays voisins et vendus au nom de ces pays-là. Donc il faut réorganiser l'économie. Nous allons bientôt vers la transition énergétique qui va faire de nous peut-être les pays possédant ces minéraux que le Canada, les États-Unis, la Chine appellent des minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le coton, sont des minéraux de gamin. Mais aujourd'hui, avec une très bonne vision à l'international, on peut s'attirer des bons investisseurs. Nous avons dit au début de l'émission que les investisseurs que nous avons présentement ne sont pas des vrais investisseurs, ce sont des aventuriers qui utilisent le Congo comme un élément. Donc, il faut restructurer notre économie, le réorganiser, créer des pôles de production clairs, une vision claire et faire la concurrence des provinces. C'est-à-dire, chaque province, normalement, devrait avoir quelque chose de particulier, un peu à l'instar de l'Inde où c'est divisé en 4 coins de production, il y a une zone artistique, minérale, agriculture et les autres. Nous, on n'a pas ça. On produit, d'ailleurs, sur le plan de l'agriculture, les élevages, on produit les mêmes choses, on vend les mêmes choses, il n'y a pas de diversité. Tout ça, ce sont de choses que nous devons, auxquelles on doit penser pour restructurer notre économie parce que la puissance militaire, la puissance diplomatique dépendent de la puissance économique que nous n'avons pas aujourd'hui. Exactement. Mais la question la plus importante en ce moment, c'est qu'est-ce que nous, la jeunesse, habitant dans la diaspora, dans les pays à l'extérieur de la démocratie, nous pouvons apporter au Congo pour ces éléments? Voilà, il faudrait apporter nos compétences, nos connaissances, et puis il faudrait les faire d'une façon pragmatique. Parce que pour résoudre un problème, il faut d'abord faire le bon diagnostic, savoir c'est quoi les véritables problèmes de notre pays. Aujourd'hui, pour moi, le Congo est confronté à une crise existentielle, comme je l'ai dit. Et cette crise est due au fait qu'il y a un système qui a élu domicile en RDC. C'est un système qui fait la promotion du sous-développement. Un cercle vicieux de pauvreté qui nous fait tourner à les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous regardez tout ce qui se passe en RDC sur la scène politique, ce sont des histoires que nous avons connues dans le passé, mais sous d'autres formes, par d'autres individus. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui essaient de reproduire la même chose. Et vous vous rendez compte que nous tournons en rond. C'est le même débat, la même chose, les mêmes techniques, les mêmes tactiques, mais la nation n'avance pas. Alors, qu'est-ce que cette jeunesse doit faire? Cette jeunesse doit proposer une solution pragmatique. La solution pragmatique, c'est de savoir que, oui, le Congo est aujourd'hui prisonnier de ces cercles vicieux. Ce cercle vicieux, c'est un système politique, une oligarchie politique qui a élu domicile dans notre pays. Comment démanteler ce système? Il y a des gens qui disent, soit vous rejoignez le système pour détruire ce système de l'intérieur, mais le constat est amer. Tous les individus qui ont essayé d'intégrer le système pour détruire ce système de l'intérieur, ils ont été corrompus par ce système. Alors, que faire? Il faut créer un système parallèle. On doit aujourd'hui savoir que nous avons tout ce qu'il y a comme atout pour changer notre pays. Mais il nous manque seulement une seule chose, l'unité. Nous voulons tous la même chose, mais nous ne voulons pas nous mettre ensemble pour achever cette chose. Et c'est ça la faiblesse qu'il y a au sein de la diaspora. Les gens ne se mettent pas ensemble
pour essayer d'apporter une solution idoine face à la crise existentielle qui existe dans notre pays. Et pourquoi les gens ne se mettent pas ensemble? Parce que la plupart des individus sont animés par l'intérêt personnel. Tout le monde veut intégrer la scène politique. C'est l'intégration de la scène politique et non pas euh, le renversement du rôle de cette scène politique et imposer une nouvelle forme de gouvernance, un nouveau système de gouvernance qui est capable de relever les défis de notre pays. Donc, les jeunes doivent savoir aujourd'hui que non, pour développer le Congo, en tant qu'un seul individu, pratiquement impossible. C'est l'ensemble qui peut changer ce Congo. Et cet ensemble doit être guidé par un contrat. Ce contrat-là s'appelle l'idéologie. Pas un agenda, l'idéologie. On est dépourvu d'idéologie. C'est ça l'autre problème. Il faudrait qu'on puisse créer une idéologie. Une idéologie, c'est quelque chose que nous pouvons facilement transmettre, même aux générations qui vont venir. Ils vont savoir que non, ces gens pensent à un idéal. Et cet idéal, c'est de voir les Congo de cette façon. Mais la meilleure façon d'achever cela, c'est de reprogrammer l'homme, c'est de mener l'homme à penser d'une façon rationnelle. Mais cette façon rationnelle-là est basée sur, non pas sur l'appréhension personnelle, mais sur une vision, une idéologie collective et que les gens peuvent définir et se dire, ça c'est notre manifeste. Regardez le manifeste communiste, le Communist Manifeste. Pourquoi ils ont apporté ça? C'est parce qu'ils ont vu qu'il était pratiquement impossible de réunir les gens, des milliers de gens autour d'une vision, sans avoir quelque chose qui transcende les besoins de tout le monde, quelque chose qui les met tous d'accord, quelque chose qui propose ce qu'ils veulent, quelque chose qui transcende l'ego personnel ou l'envie de chaque individu de vouloir être leader et tout ça. Donc, ce qui transcendait cela, c'était le manifeste communiste. Et c'est ça la Bible du Parti communiste chinois aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont organisés. C'est un parti qui a changé l'histoire de la Chine, mais parce qu'ils ont changé juste leur façon de penser. Ils ont juste adopté une façon de voir le monde sur base d'un texte, un nouveau contrat qui se sont imposés entre eux, entre intellectuels, entre personnes qui voulaient réellement voir la Chine aller vers le développement. Et là, il faut citer Mao Zedong. C'est lui qui a été l'initiateur du manifeste communiste, du communiste manifesto. C'est lui qui a initié ça en Chine et il a impulsé le développement idéologique de la Chine. Parce que lorsque l'idéologie se développe, l'homme s'affranchit, le développement économique suit. C'est lui qui a apporté maintenant le développement économique, c'est Deng Xiaoping. Il a apporté des réformes économiques, mais parce qu'il y avait déjà un environnement politique solide et équilibré qui réfléchit sur base d'une vision, une vision collective, une vision, une idéologie collective, une idéologie dont ils ne peuvent pas se surpasser. Et toute personne qui essayait de se retirer de cette idéologie, il était soit assassiné, ou il était soit forcé à l'exil, parce que c'était ça la chose qu'ils se sont imposée, c'est dire non, c'est ça qui peut sauver ce pays. Et ça a produit les fruits. Et c'est ça qui nous manque. Il faut une idéologie qui change notre façon de faire, qui change notre perception politique, qui nous pousse à percevoir la politique autrement et qui nous pousse à penser vers l'avenir. Parce que lorsque vous pensez à une idéologie, vous allez inculquer ça. Les enfants vont apprendre ça à l'école. Ils vont apprendre ça à l'école. Par exemple, l'éthique, la connaissance de notre pays. Savoir que les Congos ou rien. C'est ça qu'il faut inculquer aux enfants congolais. Mais aujourd'hui, la plupart des Congolais, ils savent que les mieux existent ailleurs. Le Congo, c'est l'enfer. Comment voulez-vous que les enfants puissent construire un pays dans lequel ils grandissent, leurs parents leur disent, si tu veux avoir une belle vie, il faut quitter ce pays. C'est pas soutenable. Donc, il faut une idéologie pour pouvoir changer tout cela. Et cela passe par le changement du système éducatif sur le long terme. Et au sein de la diaspora, ce sont les intellectuels qui doivent impulser cela. Ils peuvent se mettre ensemble, travailler sur un texte et ensuite vulgariser cela.
proposer cela à la société congolaise comme un nouveau contrat social. Parce que le contrat social que nous avions, il a été totalement saboté, détruit, et ça ne marchait pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est le nouveau contrat social qu'on peut proposer peut transcender les égos tout ce que nous possédons, les égos que nous possédons en tant qu'intellectuels, les égos que nous possédons avec nos ambitions personnelles, et savoir, non, cet agenda pour lequel nous travaillons, c'est un agenda qui transcende les générations. Nous voyons les Congo de 2100. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons gagner comme des miettes, mais nous voyons un héritage que nous allons léguer. Un esprit. Lumumba avait cela. Voilà pourquoi on l'avait assassiné. Il avait compris que sans cette formation idéologique, si on n'inculquait pas cela à nos populations, notre pays était condamné à tergiverser. Et voilà, nous avons failli parce qu'il a été assassiné. Et puis ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont quasiment tout détruit. Et si vous essayez d'analyser tous les pays développés au monde, à part sauf l'exception des États-Unis, les États-Unis, parce qu'ils ils sont venus avec ce système démocratique, avec leurs founding fathers, mais vous souviendrez que si l'Amérique est l'Amérique d'aujourd'hui, c'est à cause de la déclaration de l'indépendance. Si tu lis la déclaration de l'indépendance, c'est un texte magnifique. Les Américains maîtrisent là comme leur Bible, comme si c'était comme si c'était leur prière, voilà, leur prière fétiche à l'école. Les enfants maîtrisent la déclaration de l'indépendance de Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Ils connaissent cela. C'est ça les contrats. Et à chaque fois qu'il y a crise aux États-Unis, les sénateurs se lèvent, même au Congo, ils disent non. Constitutional rights, freedom, et j'aime bien la liberté. Le terme là All men are created equal. Le terme là qu'ils utilisent quand il y a des problèmes aux États-Unis, ils parlent du perfectionnement de l'union. C'est-à-dire que ce n'est pas que tout était rose au début. Chaque jour, ils doivent embellir la qualité de leur union. Mais ça, c'est formidable. Mais moi, je parlerai aussi du Japon, du volontarisme de l'empereur Meiji. C'est pourquoi, ce que vous avez dit, accepter la critique. Quand les Japonais se sont sentis menacés par les vérités impérialistes des États-Unis, la Russie, ils ont dit non, on doit changer notre société. C'est comme ça qu'ils ont commencé à envoyer leurs enfants étudier en France, aux États-Unis, et ils ont formé des écoles. Il a pris, parce que beaucoup de jeunes disent, oh non, on ne verra pas le développement du Congo cette génération, c'est faux. Il a pris 33 ans à Meiji de sortir le Japon d'un pays rural à un pays semi-développé. Voilà, donc prenons le cas de Taïwan. Ils n'ont pas de minéraux comme le Rwanda. Donc, ils ont investi dans l'éducation. Juste l'éducation a fait de Taïwan cette puissance économique que nous voyons aujourd'hui, le premier producteur de microprocesseurs. Même l'autre pays, le Singapour, Lee Kuan Yew, c'était la même chose. Moi, j'évoque toujours la Chine parce que ce qui s'est passé en Chine, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. En 40 ans, les Chinois ont sorti de pauvreté 700 millions de personnes. 700 millions de personnes. Tout le monde voyait la Chine grimper. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique. C'est le marché. Donc, c'est l'usine qui fabrique presque tout ce que nous avons. Et la main d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Ils ont investi dans ce dont ils avaient besoin. Mais quel est le plan d'avenir? Voilà pourquoi je parle toujours de vision. Parce que lorsque vous avez une vision, vous regardez ce que vous avez, vous vous dites non. Le Congo a du potentiel. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants dont 80% ne travaillent. Et puis on s'est dit, on doit aller chercher des fonds pour nous aider à développer. Vous allez chercher des contracteurs étrangers pour construire des routes de notre population fait pas. Les Belges ont construit ce pays avec manpower. Il n'y avait pas de machine. C'était nos ancêtres qui construisaient des routes. Qu'est-ce que les Belges ont fait? Ils les ont enseigné des techniques. Comment tailler les pierres, comment mettre les pierres, comment faire des goudrons. Et ils supervisaient les Noirs exécutés. Nous avons construit ces pays pendant l'époque coloniale. Mais pourquoi on est incapable de les faire aujourd'hui? Il y a l'unique différence,
c'est la gestion, les gestionnaires. Il n'y a pas une personne pour impulser cela. Donc, il faut utiliser les Congolais. Il faut utiliser les jeunes. Nous avons des jeunes talents au Congo, mais ces jeunes peuvent construire des routes. On n'est pas supposé être ingénieur dans les BTP pour construire nécessairement la route. Il faut peut-être un seul ingénieur ou des ingénieurs qui vont guider les autres. Ils vont passer par des séances de formation, 4 mois, 5 mois. Vous leur donnez des ressources, ils vont commencer à construire des routes. On a beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Et non pas que des routes, l'agriculture. Au Congo, on ne cultive plus. On parlait avant, on disait que les Kivu étaient les greniers du Congo, mais aujourd'hui, on importe même des tomates. On a des lacs poissonneux, mais on importe des poissons de l'extérieur. La population ne travaille pas. Pourquoi? Parce que nos dirigeants nous ont fait croire que notre salut viendra d'eux et qu'on devrait fortement dépendre d'eux, pendant qu'eux-mêmes n'ont pas cette vision long-termiste pour chercher à relever les défis de notre société. Et c'est là que se trouve le plus grand besoin. Voilà pourquoi nous, la diaspora, nous devons jouer ces rôles. Et ces rôles-là, pourquoi? Parce que dans la diaspora, nous avons des gens qui sont éduqués. Et non pas juste éduqués, ils sont exposés à la modernité. Ils savent au moins comment un système moderne fonctionne. Si ces gens se mettaient ensemble et proposaient un nouveau pacte à la République, ils peuvent sauver la nation. Il y a des ressources. Imaginez-vous, nous avons plus de 7 millions de Congolais à l'étranger, mais jamais les Congolais n'ont passé à établir une banque. Imaginez une banque. Nous utilisons Western Union. Et ceux qui peut-être essaient de le faire, ils ne seront pas soutenus par nous-mêmes. Nous avons 9 banques au Congo qui sont tenues par banques étrangères. Pendant que, si vous regardez l'économie congolaise, la diaspora congolaise est le tout premier contribuable à l'économie. L'argent que la diaspora envoie en Afrique, c'est le montant d'argent qui aide nos familles, qui est supérieur à l'aide des États-Unis, de l'Union européenne et la Chine. L'aide que nous recevons de l'Union européenne et la Chine. Pourquoi pas ne pas canaliser ces efforts-là et de se dire, réfléchissons autrement. Et tout le monde n'est pas censé être technocrate. Il faut juste créer quelque chose, une structure, créer des initiatives qui partent dans le sens de chercher à pouvoir mutualiser nos forces. On a plus de 7 millions de Congolais à l'étranger. Mais imaginez-vous 7 millions. Si chacun donnait $1 par mois. Non mais, 7 millions de dollars. Les chiffres. D'après le bulletin envoyé par Western Union, l'année dernière, en RDC, nous avons reçu plus de 1,3 milliard de dollars. Une fortune. La diaspora. Nous demandons à la Banque mondiale de nous prêter 2 millions de dollars, des fois 5 milliards de dollars. Mais nous avons nous-mêmes, Congolais, pu envoyer dans notre nation plus de 1,3 milliard. C'est pourquoi la diaspora, comme mon frère Gédéon Balé qui vient de dire, la diaspora, nous devons nous organiser sérieusement. Pas autour des hommes, parce que nous l'avions fait dans le passé, autour d'un candidat politique, autour d'une personne. Non, nous devons nous organiser et en maintenant notre indépendance. C'est-à-dire on doit créer un réseau de vrais intellectuels de la diaspora et aussi des activistes. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de gros diplômes, mais qui aiment leur pays, qui peuvent aussi contribuer d'une certaine manière. Mais on doit se mettre ensemble. Ici au Canada, par exemple, on doit commencer le mouvement ici. Rassembler tout le monde et proposer une vision comme Gédéon Balé qui vient de le dire. Parce que sans vision, perte de vitesse, on va nulle part. Quand vous ne savez pas où vous allez, quittons, vous n'arriverez jamais. Mais nous, la diaspora, si nous nous mettons ensemble et créer une vision de comment nous voulons contribuer au développement de notre pays, comment nous voulons influencer le gouvernement positivement, pas seulement en s'opposant, parce que nous sommes déjà en opposition avec la médiocrité, mais en formulant de véritables pistes, comment sortir le pays de la pauvreté,
comme la Chine l'a fait avec 700 millions d'individus. Nous avons 60 à 80 millions d'individus qui sont dans les mêmes conditions que les Chinoises et Chinois étaient il y a 40 ans. C'est un devoir de notre génération. Parce que l'histoire, cher Gédéon, l'histoire sera très méchante envers notre génération. Si dans 500 ans, les historiens jettent un regard sur ce qui s'est passé, oh, vous avez des coltans, vous avez des cuivres, vous avez la forêt équatoriale, vous avez le bois, vous avez de l'eau presque toute l'année. Mais comment se fait-il que vous viviez dans l'extrême pauvreté? Quelle réponse l'histoire donnera à nos activités d'aujourd'hui? C'est un peu ça que je voulais dire. C'est ça le problème. En donnant l'exemple, je vais vous donner l'exemple du Nigeria. Là, on parle de Western Union, la façon dont la diaspora transfère l'argent, remittance. Au Nigeria, ils ont créé une commission, Diaspora Remittance. Ils taxent l'argent que la diaspora envoie au Nigeria à hauteur de $2, quelque chose. Donc, chaque montant qu'on envoie au Nigeria, on soustrait des taxes. Ce montant-là est géré par un fonds de la diaspora nigérienne. C'est un deal qu'ils ont négocié avec leur gouvernement. Et ça montre qu'il y a un gouvernement sérieux qui comprend les enjeux et qui, sinon, si nous utilisons notre diaspora, nous pouvons aller de l'avant tous et arriver, par exemple, à des résultats probants en termes de développement. Alors, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Ce fonds de la diaspora est alloué à la construction des hôpitaux. C'est la diaspora même qui décide. Ils ont leur conseil, ils ont établi leur conseil d'organisation. Ils ont également tout un ministère de la diaspora. Ils travaillent ensemble pour se dire, OK, nous avons mobilisé ces fonds, nous allons construire des hôpitaux. Et ils soutiennent le développement de l'État. Ils sont en train d'apporter des startups. Si vous voyez des innovations, des jeunes Nigériens qui sont en train d'être boostés, c'est parce qu'ils ont créé des structures pouvant aider l'innovation à croître, pouvant aider l'innovation à évoluer dans leur écosystème. Donc, c'est juste une façon d'essayer de penser, de nous organiser stratégiquement et de réfléchir, de ne pas réfléchir politiquement, mais de réfléchir en termes de développement. Voilà. Parce que je pense que la politique divise notre pays. Pourquoi? Les hommes politiques nous ont abrutis. Nos populations, ils nous ont polarisés. Ils nous viennent avec des narratifs en disant non, si tu ne me soutiens pas, candidat des étrangers, consorts et consorts. Ce n'est pas ça le plus important. Le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de soins de santé, le peuple a besoin de routes, les jeunes ont besoin de voir l'avenir. À l'ère de l'Internet, nos jeunes peinent encore à avoir même des laptops et consorts. Nos universités ne sont pas équipées. Pendant que si même la diaspora s'organisait, nous pouvons construire des universités en RDC. Sans le savoir, par le pouvoir de l'union. Une seule personne, ça semble fou de le faire, mais si vous regardez structurellement comment organiser ces fonds qui viennent en République démocratique du Congo, essayez de penser stratégiquement, la diaspora peut mobiliser les ressources. Voilà. Exactement, comme vous venez vraiment de le dire, c'est touchant. Cela fait mal de voir que notre diaspora ne décolle pas. Ça m'a vraiment fait mal d'entendre que la diaspora nigérienne décolle et a arrivé à créer même un ministère. Et ils sont tellement organisés et gérés. Cela doit nous révolter. C'est vraiment à vous, c'est à votre travail. Mais il y a plusieurs exemples aussi. Il y a la diaspora de l'Inde qui a une carte consulaire. Au lieu de visa, tu as ta carte pour 5 ans. Ça permet à quoi? Ça permet au gouvernement d'avoir l'argent potentiel que les gens allaient payer pour les visas, d'avoir ça en une année, parce que tout le monde va renouveler sa carte, même quand vous ne voyagez pas. Vous payez vos $100, $200 pour 5 ans. Et quand vous avez une diaspora d'environ 7 millions, avec des cartes consulaires, vous avez combien? Vous avez 7 milliards, si c'est $100. Vous voyez, donc il y a plusieurs moyens de faire intégrer la diaspora dans l'économie du pays. Mais comme il a dit, il faut de stratégie, il faut dépolitiser la démarche,
parce que beaucoup de gens ont des vérités de pouvoir tribal, des leaderships. Tout ça, on n'en veut pas. Nous voulons simplement sortir les 62 millions de Congolais de la pauvreté. Notre rôle à nous, ce n'est pas nécessairement de devenir ministre, c'est d'impulser l'économie du pays afin de sauver des vies, d'aider les enfants à avoir une très bonne scolarité, des choses comme ça. Et je pense qu'avec ce mouvement que commence notre frère Gédéon Balé, on peut changer le monde, on peut changer la manière dont, vous savez, on parle de la diaspora en termes négatifs aussi. Ah non, ils ont étudié, ils viennent ici pour voler. Il faut que cette image soit radiée. Il faut qu'on sente réellement que nous avons été exposés à la modernité, au développement. Vous savez, on n'est même plus à la modernité, on est au post-modernisme. On n'est même plus dans la modernité, on est après la modernité, post-moderne society. Donc, c'est très... Et pour beaucoup de nos frères et sœurs au pays, ils n'ont même pas vécu la modernité. Vous voyez, c'est très grave. Il y a des gens au Congo qui n'ont jamais utilisé de téléphone à la maison, qui n'ont jamais eu de radio à la maison, qui n'ont jamais eu tout ça. Les éléments clés de la modernité, c'est passé. Donc, c'est à nous de travailler dur pour qu'au moins nos compatriotes puissent vivre la post-modernité. Sinon, ils vont rater encore. Nous ne savons pas quelle ère on va tomber après la post-modernité. Ça, le plus grand problème. Exactement, c'est ce que vous dites qui est vraiment important. Mais avant qu'on nous finissons, j'aimerais, on ne va pas tout donner comme idée, mais touchons un peu 2-3 idées. Selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour associer tous les jeunes? Aller leur voir, leur chercher, donner des rendez-vous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour associer la jeunesse de la diaspora ensemble, pour avoir un manuscrit ensemble? Bon, pour moi je suis un relationniste aussi. Donc, c'est-à-dire, on devrait s'asseoir, créer un petit groupe et même avec des émissions comme celle-ci, nous permettent d'entrer en contact avec ces diasporas, leur dire que nous sommes disponibles, nous voulons travailler avec vous, voici nos idées en termes généraux, voici là où nous voulons amener notre pays, et en organisant des conférences à l'université, dans les collèges, dans les salles, et partout pour essayer d'amener de plus de gens disponibles et pour intégrer à ces mouvements. Et comme ça, nous allons faire de la diaspora un instrument de développement au lieu que ça soit un instrument de déshonneur comme elle est vue aujourd'hui comme étant des gens qui n'ont rien fait là-bas, ils viennent ici pour s'enrichir. Exactement, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça l'idée, aller à leur milieu naturel, aller à la rencontre des jeunes, leur proposer ces nouveaux contrats sociaux. Mais il faudrait d'abord raffiner ces contrats sociaux, aller leur proposer un projet, un nouveau modèle, et non pas en tant que politique ou en tant qu'une personne qui cherche des positionnements politiques. Ce n'est pas ça. Il faudrait juste leur montrer que non, vous devez participer à ces débats. Ce n'est pas moi. Tout ce qu'on cherche, il faudrait que vous puissiez vous approprier ces projets. Allez avec ce projet. Allez avec ces projets dans vos familles. Allez avec ces projets chez vos amis congolais. Montrez-leur la nécessité d'implémenter ceci. Appelez vos frères qui sont au Congo. Dites-leur, il y a ces projets. On va vous proposer un nouveau projet. Et ce projet, c'est redéfinir notre pays, notre modèle de gouvernance. Vous montrer comment le monde avance aujourd'hui et comment nous pouvons nous rattraper. Parce que c'est une course. Pour se rattraper, il faudrait utiliser les meilleurs joueurs. Donc, pour se rattraper, il faudrait utiliser... Les meilleurs joueurs sont là. Nous avons des compétences partout. Les Congolais sont remplis dans des grandes universités, dans des grandes institutions. Mais ces intellectuels ne tolèrent pas la médiocrité. Alors, il faut aller à leur milieu, leur convaincre avec un nouveau projet, leur montrer que vous n'êtes pas seul. Il y a un autre intellectuel à Berlin, il disait la même chose que vous, nous vous mettons ensemble. Il y a un autre intellectuel à Ottawa, il dit la même chose. Ils sont maintenant à trois personnes, nous disons tous la même chose, mais il y a une solution. Allons vers cette solution. Et puis la solution, c'est également les jeunes générations. Il faut en tout cas les récupérer. Les générations passées, la plupart
d'hommes sont irrécupérables. Maintenant, il faut miser sur l'avenir. Parce que si on accorde de la chance aux plus jeunes, c'est le Congo qui est sauvé. C'est l'avenir du Congo qui est redéfini. C'est l'avenir du Congo que nous venons d'échanger. C'est l'image du pays que nous venons d'échanger. Ces jeunes vont impulser de nouvelles technologies. Aujourd'hui, les jeunes sont plus créatifs que jamais. Plus créatifs que jamais. Et il ne suffit pas d'avoir de gros diplômes. Il faut voir les jeunes qui sont en train de faire les trading, d'autres qui créent des intelligences artificielles. Vous vous rendez compte, un jeune qui fait les coding, mais il n'a jamais été à la fac. Mais il maîtrise l'outil informatique. Ça, ce sont des talents. Et la plupart des talents sont perdus comme ça dans notre pays. Ce n'est pas l'absence de talent, mais c'est l'absence d'accompagnement, l'absence d'une vision claire, l'absence de cette capacité-là de voir les potentiels en l'avenir. Et oublier d'abord le présent et se dire que non. Pour que nous puissions développer les projets, il faut accepter de se sacrifier pour que ceux qui viendront après nous puissent avoir un Congo qui marche. C'est de ça qu'on a besoin. Exactement, comme l'a dit Génion. Ça a vraiment été un plaisir de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. On veut vraiment que ces activités continuent, que ces genres de débats continuent, que ça grandisse, que les gens comprennent vraiment la vision qui est. C'est pas réellement d'avoir des postes, c'est vraiment le souci du Congo. Nous voulons voir notre société développer. Nous voulons vraiment voir notre pays décoller un peu comme d'autres pays. Ça a vraiment été un plaisir. Merci de votre présence au Québec. J'espère vous revoir très bientôt. Merci, à la prochaine. Merci.